Le dimanche 22 août 2010, à 14 h, les gendarmes de la brigade du Luc en Provence sont appelés par un habitant de la ville voisine, le Canet des Morts. Alain Guillon, le témoin, affirme avoir entendu 2 détonations en provenance de la maison de ses voisins d'en face, les Borgna. Sur les lieux, les gendarmes découvrent Gilbert Borgna, 75 ans, assis seul sur une chaise de la terrasse. Il déclare spontanément qu'il vient de tuer son fils Laurent et qu'il ne le regrette pas. Dans le salon, juste derrière la porte-fenêtre, gît en effet au sol le cadavre d'un homme qui présente 2 blessures spectaculaires, l'une à l'abdomen, l'autre à la tête. Laurent Borgna était âgé de 40 ans. Il était revenu vivre chez ses parents 2 ans auparavant. Il était gentil, Laurent. Il était aimé de tout le monde, Laurent. Ça, c'est vrai. Et moi, je veux pas parler du fils parce que ça, il valait pas la peine. Hein. Franchement, être assassiné par son père, non, j'aurais jamais pensé. C'est vraiment une chose qui m'a scotché, quoi. Poursuivi pour homicide volontaire, Gilbert Borgna est incarcéré au Baumettes à Marseille. 3 mois après les faits, son épouse et mère de la victime, Michel, revient auprès de lui au parloir. Un an et demi plus tard, le 12 mars 2012, dans l'après-midi, le procès de Gilbert Borgna s'ouvre à Draguignan devant la cour d'assises du Var. Les débats dureront 2 jours et demi, avec une poignée de témoins et quelques experts. En cours d'instruction, Gilbert Borgna a un peu évolué. Il dit aujourd'hui regretter la mort de Laurent, mais estime que celle-ci était inéluctable compte tenu de l'alcoolisme et de l'agressivité dont faisait montre à son endroit son fils unique. Il reproche à son épouse d'avoir accepté le retour de Laurent à la maison alors qu'elle connaissait parfaitement la conflictualité de leur rapport. C'est donc de cet affrontement, anciennement enraciné, que va débattre la Cour. Michel Borgna, de 12 années la cadette de son époux, s'est constituée partie civile. À ses côtés sont assis la sœur et le demi-frère de son mari. Les intérêts de Michel sont représentés par maître Muriel Gestas. De l'autre côté, c'est l'avocate pénaliste Isabelle Colombani qui assure la défense de l'accusé. Plusieurs des amis de Gilbert, passionnés de chasse au gros gibier comme lui, sont venus assister à l'audience. L'avocat général sera Julien Ficara, substitut du procureur de Draguignan. Les débats seront dirigés par le président Thierry Fusina. Bien, l'audience est ouverte. Faites entrer l'accusé. C'est un vieil homme diminué, de 77 ans, sourd et atteint de plusieurs pathologies chroniques, qui comparaît et qui va devoir s'expliquer sur les faits criminels qui lui sont reprochés. Ce dimanche matin du mois d'août, sous une canicule naissante, Gilbert Borgna dirige, dans la forêt des morts, une battue au sanglier. Il réussit à abattre lui-même un mâle de 95 kilos. En fin de matinée, il rentre donc de fort bonne humeur pour déjeuner en famille dans sa maison du Canet. Sont présents son épouse Michel, son fils Laurent et la petite Lily, âgée de 6 ans, la fille de Laurent dont il a la garde ce week-end. Tout le monde s'attable sur la terrasse. M. Borgna vient de fêter le fait d'avoir abattu un sanglier de 95 kg, dont il est très content. Il a bu un verre, me dit-il, à table, et il est plutôt dans un état, pas d'euphorie pathologique ou pas d'une jovialité éthylique, mais en tout cas, il est satisfait. Il a un âge avancé, donc il est encore capable, selon ses critères à lui, de montrer sa virilité. Il vient d'abattre un sanglier. Gilbert boit quelques verres de vin. Laurent boit du whisky dans des grands verres. Le repas a à peine commencé, la dispute éclate pour un motif apparemment futile. Le ton montait hier plus que d'habitude.
j'ai compris qu'il allait y avoir encore confrontation entre le père et le fils. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais jamais j'aurais pensé qu'on en serait arrivé là. Jamais. Lily refuse de manger du surimi. Le grand-père défend son choix. Laurent veut les contraindre. Puis, la dispute entre les deux hommes. Alors là aussi, sur le déroulement, on voit bien que M. Borgna se lève, que Laurent se lève. Il y a une grosse dispute, un gros conflit. Il est d'abord frappé par son fils. Il va s'emparer d'un premier fusil. Son épouse va tenter de le désarmer. Et c'est là que, par un geste, il va blesser légèrement son épouse sur le coin de la lèvre. Et c'est ce coup de poing au visage qui fait que Laurent lui saute dessus. J'ai pas pensé que ça allait mal tourner, quoi, voilà. Et pour moi, j'ai enlevé les cartouches, il a posé le fusil, bon, voilà, basta. Voilà. Après qu'on se dise des mots, qu'ils se disent des mots aussi, mais jamais j'aurais pensé qu'il allait chercher le fusil pour tirer dessus, jamais. Les deux hommes sont face à face dans le salon. Gilbert a repris le fusil de chasse utilisé le matin même. Laurent l'insulte et lui crache dessus. Il a tout fait pour que son père y tire. Jamais une fois il a essayé d'apaiser son père ou de le calmer, au contraire. C'est bien ce qu'il a dit. T'as pas de couilles, il lui crache à la figure, il lui était pas cap, allez vas-y, tire-moi dessus. Mais il aurait insisté, je pense, jusqu'au moment où le père il aurait tiré. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette histoire d'avoir l'arme devant le fils, si ça a duré 2 secondes ou 1 minute, mais ça aurait pu durer 5 minutes, que l'autre il aurait toujours insisté pour que son père lui tire dessus. Il y a quelqu'un qui vient lui renvoyer l'image dévalorisée de lui-même, qui lui crache dessus, qui le dévalorise, donc, et cela facilite chez lui son passage à l'acte, d'après la manière dont il le présente. Michel s'est réfugié dans la cuisine et tente d'appeler les gendarmes. Michel comprend que son fils est mort. Du salon, Gilbert lui dit « C'est fait, tu peux les appeler ». Puis il sort sur la terrasse, s'assied lourdement sur une chaise, entouré de ses 2 chiens, et il attend. Et quand on est sorti, il y avait un grand calme, plus un seul bruit. Et quand la fourgonnette de gendarmerie arrive, là, il va les chercher, ses chiens s'en vont. Et en rappelant ses chiens, il vient me voir à travers la clôture et il me dit « J'ai tué mon fils ». Et même si dans son propos, quand il dit, je sais plus ce qu'il emploie exactement comme terme, mais quand il dit « il fera plus de bêtises » ou il recommencera plus, à ce moment-là, on voit dans ses yeux qu'il est anéanti, c'est un cadavre ambulant, quoi. C'est une loque, il est méconnaissable. Et nous qui l'avions vu la veille, c'est plus lui du tout. Tandis que sont opérées les premières constatations, Gilbert et Michel sont emmenés séparément à la gendarmerie. Ainsi se joue l'épilogue d'une relation problématique entre le père et le fils, à partir d'un incident qui peut sembler banal, mais qui n'est pas neutre. Autour du refus de manger de Lily se dessine une querelle profonde, celle de l'autorité sur l'enfant, celle en fait de la paternité symbolique. L'expert balistique va maintenant préciser les conditions des 2 tirs. Le premier tir s'est fait au niveau de l'abdomen. Il est bien évident que c'est un tir à la hanche, un tir au jugé. Ça veut dire que le tireur pointe son arme vers il aurait pu le toucher plus haut comme plus bas. Mais il ne pouvait pas, je dirais, le manquer, surtout à cette distance-là où la gerbe peut faire 28 cm de diamètre. Ce premier tir a été effectué à environ 1,20 m. Les plombs ont déchiqueté les viscères de la victime et déclenché un choc hémorragique qui va entraîner son décès en quelques minutes. Gilbert recharge pourtant son arme avec une balle à sanglier et tire dans la tête de Laurent. Le deuxième tir, c'est un tir qu'on classifie, je dirais, à bout portant, aux environs de 40 cm.
40 cm. Donc le tir est assez proche. Vu également, je dirais, les meubles qu'il y avait, la table sur le côté et tout, le tireur était obligé de se pencher et de faire en épaulé pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Aux gendarmes qui dirigeaient l'enquête, Gilbert Borgna a justifié ce second tir par le désir de ne plus entendre les râles et les plaintes de son fils. Puis sur interrogation de ce même gendarme, il a accepté de faire la comparaison avec la mise à mort d'un sanglier blessé. D'après ce que dit M. Borgna, la victime a obtenu ce qu'elle demandait en disant « tu n'es pas capable » ou « tu ne vas pas faire ça », des choses comme ça. Et donc le réflexe, c'est de regarder la personne qui vient de vous tirer dessus avec un regard interloqué. Donc là, souvent, celui qui a tiré ne supporte pas le fait qu'on le regarde et peut être amené à tirer dans le visage. Ouais, j'espère qu'il s'en sortira. Il ne mérite pas ça, monsieur. Hein? Non, il ne mérite pas ça. Ah non, c'est sûr, hein, il n'a pas fait... Mais l'avocat, Qui n'a jamais eu un instinct comme ça? Tout le monde de plus ou moins. Moi, je vais te dire, quand tu me casses les couilles, je te mets dans le plâtre. Non, mais c'est vrai, ça arrive. Hein. On n'est pas des saints. Ah, mais bien sûr, il ne faut pas déconner non plus. Pour remonter la genèse du conflit père-fils, la Cour va analyser leur personnalité et l'histoire de leur rapport. Autour d'abord, en cette fin de journée, de l'examen de la personnalité de l'accusé. On perd de cette petite... La Cour. Gilbert Borgna est né en 1935, au Luc. Ses parents résident au Maillon, un hameau du massif des Morts en pleine nature. Il est d'abord élevé dans cette maison, où vit encore sa sœur. Son père est cantonnier. Mobilisé en 40, il meurt durant la drôle de guerre. Sa mère retrouve un compagnon, un agriculteur de Bargemont, qui élève Gilbert comme son fils dans cette grande bâtisse. Mais à l'époque, les temps sont durs. À 14 ans, après le certificat d'études, Gilbert travaille dans une carrière de gypse destinée à faire du plâtre. À 23 ans, après son service militaire, il entre comme auxiliaire routier à ce qui était encore la DDE, la Direction départementale de l'équipement. Il retourne presque quotidiennement au village des Maillons, auquel il reste très attaché. Sa vie, il l'a décrit comme linéaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire sans incident en particulier, sans traumatisme vécu, sans événement dramatique qui aurait pu le perturber, le traumatiser. Ce qu'il dit, c'est que c'est quelqu'un qui s'est décrit comme un bon vivant jusqu'au moment où il se marie, et il a un fils unique avec son épouse, et donc il fait la part entre deux périodes bien distinctes de sa vie, une période de fête, entre guillemets, de plaisir, et une vie plus casanière avec sa femme et son fils. Gilbert Borgna est fier de son parcours professionnel. Grâce à des concours internes, il devient chef d'équipe, puis maître ouvrier, avant d'être mis à la retraite à 55 ans. Il travaillera encore 10 ans dans les vignes, avant de se consacrer à ses seuls plaisirs. Michel travaillant encore, il est totalement libre de ses mouvements de 8h du matin à 20h. Puis il doit accueillir à la maison sa belle-mère et en 2008, son fils Laurent. Il manifestait fréquemment le besoin de s'en aller, d'assouvir ses passions, la plaine, ses chiens, la chasse, et d'être le plus fréquemment parti pour s'échapper et aller vivre son autonomie, son indépendance dans ce qu'il appelle la plaine des morts, quoi. Gilbert ne se plaît que dans la nature, au gré des saisons, champignons, châtaignes, chasse, la plupart du temps en compagnie de ses vieux amis des Maillons. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec eux. Donc quand il jouait au boule, c'était sérieux. Quand il allait à la chasse, c'était sérieux, il faut pas rigoler. Quand on était aux champignons, il faut pas parler, il faut chercher, il faut pas casser, il faut pas abîmer. C'était tout. Ouais. C'est sa vie, elle était comme ça, il était droit. C'est quelqu'un
de rigide, d'égocentrique, et qui a du mal à se remettre en cause et qui, pour l'essentiel, estime que s'il y a des difficultés, ça ne peut pas émaner de lui, mais ça ne peut émaner que d'autrui. Sa rigidité, elle vient un peu parce que c'est un fils de la guerre. Hein. Moi, je pense qu'il était... Oui. C'était un garçon qui était dur. Dur avec lui-même, dur avec tout le monde. Enfin, dur, façon de dire. Gilbert a épousé fin 68 Michel, une Parisienne qui semble s'accommoder de son caractère. Le plus c'est au boule, c'était marrant. Ouais. Mais il n'aurait jamais envoyé une boule sur quelqu'un, il n'aurait jamais fait de mal à quelqu'un, mais pour les de ses colères, c'est incroyable. La dernière fois à la Fouquette, hein. Ah oui, oh là là. Il est parti. Il est parti. Parce qu'en mesurant une boule, on en avait un peu touché une avec le pied, on elle a fait malheur. Puis 5 minutes après, c'était fini. Bon, lui aussi, il avait, comme tout méridional, comme tout provençal, il avait dans le propos quelques excès, mais bon, si on retenait tout ce qui se dit, on n'avancerait plus. Donc c'était plus du folklore, du pagnol qu'autre chose. Non, du caractère, oui. Au-delà, non. Gilbert Bornier a beaucoup de mal à suivre l'audience, à cause de sa surdité d'abord, mais aussi par cette incompréhension qu'il ressent de se voir ainsi jugé pour un acte qu'il considère comme ayant été inévitable et qu'il explique par 2 raisons. La colère face aux outrances de son fils et la peur physique que celui-ci lui inspirait. Vous avez affaire à quelqu'un qui est, j'allais dire, un Italien, d'origine sicilienne. Le respect du père, c'est capital. Et il ne faut pas parler plus fort que le père, vouloir imposer ses positions. Et le crachat au visage, il ne peut pas le supporter. On sent bien que M. Bornia n'est pas un méchant homme. C'est un homme qui était effectivement en rivalité avec son fils, qui n'a pas supporté cette personnalité différente. C'est un homme de caractère bien trempé, mais c'était un gentil bonhomme, comme on peut le dire au sens littéral du terme. L'audience a dressé de l'accusé le portrait d'un homme raide, orgueilleux, engoncé dans ses principes et ses certitudes irréfragables. Alors qu'il est ramené à sa cellule des Baumettes, il rumine cette première journée et s'inquiète déjà de la suivante, durant laquelle il sera confronté au fantôme de son fils. Cette deuxième journée d'audience sera capitale pour juger du geste criminel reproché à Gilbert Bornia. La Cour va successivement observer la personnalité de Laurent, la victime, puis l'origine et la dynamique du conflit avec son père. Pour cela seront notamment entendus en cours de journée Magali, l'ancienne compagne de Laurent, le meilleur ami de celui-ci, Jean-Philippe, et bien sûr Michel, l'épouse de Gilbert. Si Magali s'efforce de ne garder que de bons souvenirs de Laurent, Jean-Philippe est plus nuancé, ce qui lui pose quelques problèmes de conscience. Il y a une chose, moi, qui me fait un peu peur, c'est que je ne voudrais blesser personne. Vous dites ce que vous avez à dire. On ne peut pas présenter qu'une version des choses. Oui, qu'arranger la sauce, c'est voilà, façon. Ça c'est pas possible. Donc s'il y a des choses aussi négatives sur Laurent dont vous avez connaissance, eh bien, vous allez en faire part à la Cour et c'est normal. On peut pas se permettre de présenter qu'une facette parce que ça nous arrange. Sinon, c'est mentir et c'est tronquer la vérité. De toute façon, ce que vous direz, qu'on sera conforme à l'image que vous avez de Laurent, à l'image que vous avez de son père, à l'image que vous avez de leur relation. On va pas refaire la vérité. La Cour. Faites entrer l'accusé. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Laurent est né en janvier 70. Un an plus tard, la famille quitte Bargemont pour un appartement HLM du Luc, tout en faisant construire une maison au Canet. Laurent mène une vie de petit garçon très ordinaire. L'école, le foot, les copains. L'adolescence est plus délicate. À 15 ans, une analyse de sang révèle chez lui la présence de produits stupéfiants. Peu après, l'adolescent décide de quitter le système scolaire, mais son père le persuade de passer en BEP d'électricien. Il commence à fréquenter assidûment les bars du Luc. On sortait beaucoup en moto, on avait surtout des copines. C'était des filles, on courait les filles à de longue. Voilà.
On a fait plein de bêtises, mais jamais de bêtises méchantes ou graves. Hein. Par moments, je pense que c'était le fait d'être enfant unique, il avait une insolence. Il était assez insistant, insolent, fatigant, stressant même des fois. On disait Laurent, arrête, putain, tu fais chier, arrête. Laurent travaille peu, sort souvent, boit beaucoup et multiplie les conquêtes féminines. Il rencontre ainsi une jeune fille qu'il va rejoindre à Paris. Puis il revient dans le Midi, à Avignon, où il vit avec une autre jeune femme, Anne. Le couple donne naissance à Lily, mais lorsque l'enfant a quelques mois, Laurent quitte Anne pour Magali, qui à l'époque tient le bar du Cercle, un établissement associatif dans la banlieue d'Avignon. Anne quitte la région avec sa fille pour Nantes. Quand je l'ai connu, il avait déjà les problèmes de l'alcool. Parce que quand je l'ai connu, c'était au moment où Lily était partie à Nantes. Et je pense que c'est ça qu'il n'a pas supporté, quoi. Pour lui, c'était un échec. Et je crois que c'est à partir de là qu'il a commencé à se réfugier dans l'alcool. À un certain moment, il buvait tellement que ça ne servait à rien de discuter. On n'arrivait plus à lui faire entendre raison ou à avoir un sujet intéressant. C'était quelqu'un de dessous, avec qui tu ne peux plus parler. Voilà, parce que tant qu'il y avait de l'alcool, il buvait, ça c'était un drame. C'était un drame. Laurent s'enfonce dans l'alcoolisme. À son décès, il présentait un taux de 1,85 g d'alcool dans le sang. Le médecin légiste notera aussi une stéatose hépatique, prélude à la cirrhose du foie. Si quelque chose se présentait pour le rendre agressif, ça le rendait agressif. Mais vraiment agressif, hein, mais vraiment. Vraiment. Une tête brûlée. Oui, ça je l'ai vu, se battre. Il avait peur de rien, quoi. Comme a expliqué son copain Jean-Philippe, c'était tu en veux, je t'en donne, vas-y. Il voyait pas le danger. Il avait peur de rien, quoi. Il voulait aller jusqu'au bout, quoi. Il avait le mal de vivre, le mal d'être, le mal de vivre, le mal au fond de lui-même, le mal de... Et moi j'ai essayé. Et c'est vrai, quand Gilbert a dit, il a trouvé du travail à Draguignan, c'est vrai, il est allé. Il a trouvé du travail à Carcès, c'est vrai, il est allé. Ça n'a pas duré, ça ne durait pas. Ça ne durait pas. Fin 2007, au cours d'un repas familial auquel assiste Magali, le ton monte encore une fois entre père et fils. Gilbert brandit un couteau vers son fils. Début 2008, Magali et Laurent se quittent. Alors les compagnes qu'il a choisies, il y en a eu des pas très bien, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il y en a eu des très très bien qu'il n'a pas gardé non plus. Comme le travail. Comme le travail, voilà. Instable dans sa vie professionnelle comme dans sa vie familiale, voilà. Dès sa rupture avec Magali, Laurent rentre chez ses parents, sans activité extérieure, sans réel projet et sans perspective d'avenir. Il s'enfermait dans la chambre, il se mettait devant son ordinateur, et il était là, à l'ordinateur, comme les minots de 15 ans, là, sur l'ordinateur, pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. C'est pas une vie, ça. Pour quelqu'un de 40 ans, c'est pas une vie. Hein. Il n'avait pas envie vraiment de dire je vais reprendre du poil de la bête, je vais m'en sortir, je vais prendre un appartement, je vais prendre ma fille chez moi, je vais essayer de la prendre en vacances. Il avait pas cette hargne, il aurait dû l'avoir. J'en ai parlé avec lui. Hein. Après, il avait la réponse qui m'énervait, qui me plaisait pas, de me dire ouais, je suis enfant unique. De toute façon, ma grand-mère, elle a vendu un appartement à 1 million d'euros à Paris. C'est mes parents qui ont les sous. Ça va tout me revenir. Voilà, il se disait peut-être j'ai pas à me casser la tronche. Un soir, plus déprimé que d'habitude, Laurent tente d'en finir.
C'était encore un soir où il était mal. La piscine était fermée, mais il avait ouvert le truc, il avait enjambé déjà. Et il s'était mis la corde au cou, il était en train d'attacher un gros caillou. Et j'ai commencé à crier, j'ai essayé de le sortir, mais moi je pouvais pas, hein, parce qu'il avait de la force, Laurent. Et je me suis dit, si je le lâche, il va tomber pour appeler. Et je l'ai lâché quand même, et je suis vite venu là en courant, et j'ai dit, Gilbert, viens vite, viens vite. Bon, l'autre il était dans l'eau, et Gilbert est descendu, il l'a sorti. Mais bon, il avait vraiment une envie suicide. Il avait des comportements suicidaires. Oui, oui, tout à fait. Au lendemain de cette tentative de suicide, Laurent est admis en observation à l'hôpital psychiatrique de Montfavet. Au bout de 4 jours, il appelle sa mère au secours et celle-ci vient le rechercher. Pendant quelques mois, il verra assez régulièrement une psychologue avant d'y renoncer. Dans le fond, il ne pensait pas au lendemain. Je pense qu'il savait qu'à un de ces quatre, il allait lui arriver une grosse bricole. Parce qu'il le cherchait. Je me suis rappelé qu'il m'avait dit, mais moi je ne me ferais pas vivre. Moi, à 40 ans, je suis mort. L'histoire de la mésentente père-fils vient d'une double incompréhension. Gilbert méprisait un fils qui ne lui ressemblait pas. Laurent souffrait de ne pas être reconnu par son père. Il aurait voulu que son fils soit comme lui, quoi, et même mieux que lui, qu'il ait un bon métier, qu'il galère pas dans la vie. Et comme Laurent, ben, c'était pas ça, c'était... au départ, il fallait s'amuser, une autre génération, voilà. Il n'y avait même pas une génération, il y avait 2 générations entre eux. Monsieur Borgna aussi, c'est quelqu'un d'entêté, il faut marcher comme ça et pas comme ça. Il aurait pu... Moi je lui disais, écoute, tu fais ta vie, et puis si ton père est pas d'accord, ben, c'est pas ton problème, quoi. Hein. Il faut couper le cordon, il faut avancer, et puis si tu attends que ton père soit d'accord chaque fois... Mais il attendait... Il attendait une reconnaissance qu'il n'a jamais eue, hein, je pense. Ils étaient tous les deux en attente de quelque chose, que notre n'arrivait pas à donner. Laurent, il était en attente d'un câlin, d'un truc tactile, où son père le prend par l'épaule, lui dit « Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Comme un copain, comme un ami, mais pas comme un père rigide, dur. Et le père, il attendait de son fils qu'il soit un peu plus sérieux, ce que je comprends absolument. Les altercations se multiplient. Lors de l'une d'entre elles, Gilbert est victime d'un malaise qui le conduit brièvement à l'hôpital. Ben, les premières grosses tensions, je dirais, c'est que quand il a quitté, enfin quand ils se sont quittés d'un commun accord avec la mère de Lily, voilà. C'est la grosse tension, c'est Lily, c'est avec Lily quand ils se sont séparés. Ça, Gilbert, il n'a jamais compris. Quand on fait un enfant, on l'assume aussi. Voilà. Ça a été vraiment grosse tension. Aujourd'hui encore à l'audience, Gilbert Borgna s'énerve de la présence de Magali et de sa déposition à la barre. Il a très clairement fait de la jeune femme le symbole des dérives de son fils. Il n'a jamais pu supporter Magali. Et pourtant, c'est pas une mauvaise fille. Hein. Loin de là. Hein. C'est une très gentille fille qui a fait beaucoup de choses pour Laurent. Parce que l'histoire qu'elle avait un bar pour le faire boire, il n'avait pas besoin de ça. Hein. Si vous voulez boire, il buvait sans elle. Hein. Outre Laurent, Gilbert accueille également sa belle-mère. Un jour, au salon, en donnant un violent coup de pied dans une table basse, Laurent blesse sans gravité sa grand-mère. On a bien vu que cohabitaient 3 générations dans un pavillon où lui, Gilbert Borgna, avait l'habitude de vivre seul depuis de nombreuses années et où la cohabitation entre ces 3 générations était difficile, bien évidemment. Le retour du fils au domicile parental s'est fait contre l'accord de M. Borgna. Lui ne le voulait pas parce qu'il savait que les conflits allaient s'accroître et c'est son épouse qui a imposé la présence de Laurent au domicile. Les disputes allaient
de plus en plus forts et de plus en plus nombreuses, apparemment entre le père et le fils. J'ai pas souvenir d'avoir entendu la mère participer dans ces éclats de voix. Et les événements nous avaient amenés à prévenir quelques personnes qui connaissaient bien la famille en disant « faites quelque chose parce qu'il y a un moment où cette dérive va être malsaine ». La suite des débats va permettre de comprendre que le conflit père-fils s'était cristallisé autour de deux rivalités particulières. L'amour de Michel d'abord, qui pardonnait tous les écarts de Laurent, la responsabilité symbolique de la petite Lily ensuite. Le fils et la mère étaient fusionnels. Donc M. Borgna se sentait un petit peu exclu dans ce nouveau couple qui était créé au sein de la famille. Il y a une jalousie aussi entre eux pour celui qui va s'approprier l'amour maternel et l'amour de la femme. Parce que à 40 ans, quand il revient à la maison, il est peut-être un peu trop pesant dans les jupons de sa mère, parce que quand elle rentre du travail, elle ne se consacre pas à son époux, mais à son fils qui est en détresse. Et le conflit allait croissant avec une mère qui était là pour temporiser, mais également qui était toujours, j'allais dire, l'avocat de son fils et jamais celui de son mari. La seconde rivalité tourne autour de la petite Lily. La fillette n'assiste pas à l'audience, sa mère et elle se trouvant très opportunément à l'autre bout du monde durant le temps du procès. Et puis il y a ce gros problème de l'absence de Lily dans le procès. Depuis le début, je veux dire, il n'y a pas eu de mandataire ad hoc de désigner. Elle n'a jamais été représentée par un avocat qui est au moins venu dire ce qu'elle pouvait ressentir de la perte de son papa, de la perte de son grand-père. C'est ça que je vous dis, j'ai dit que ça m'étonnait aussi. Elle se demande si elle verra une nouvelle fois son grand-père. Et personne n'est là pour le dire. Personne n'est là pour dire ce qu'elle peut penser. Laurent aimait sa fille, mais ne s'en occupait que très rarement. Gilbert Borgna accueillait donc sa petite fille en lieu et place de Laurent, et Michel s'acquittait du paiement de la pension. À un moment donné, il parlait même d'avoir la garde de Lily. Et Laurent, ça l'avait traumatisé, quoi. Il me disait, mais tu te rends compte, mon père, il veut demander la garde de Lily, alors qu'elle a une mère et un père. C'est dire à quel point Gilbert Borgna, cette gamine, enfin, je sais pas, il l'a considérée comme sa fille, quoi. Monsieur Borgna, peut-être que là, il a l'occasion d'avoir l'enfant rêvé. D'avoir cet enfant rêvé qu'il n'a pas eu avec Laurent, il peut l'avoir avec Lily. Il s'est comporté avec Lily comme il ne s'est jamais comporté avec Laurent. Il a été capable de choses et d'attention avec Lily qu'il n'est pas capable de donner à son fils Laurent. Ça, c'est évident qu'il y a un mélange de genres, mais à l'inverse. Et là encore, à sa décharge, il a compensé ce que Laurent lui-même n'était pas capable de donner à sa fille. Donc finalement, personne n'est à sa place. Lily reçoit de l'amour de son grand-père, ce qu'elle ne reçoit pas forcément de son propre père. Cette difficulté de trouver sa place s'illustre aussi par les accalmies entre père et fils. Hors alcool, Laurent cherchait une complicité avec son père, que parfois il trouvait, comme lors de la construction de ce cabanon. Pour le cabanon, il m'a dit « Viens, ça va faire plaisir à mon père ». Et je sais que quand son père lui en demandait pas trop, il faisait tout pour lui faire plaisir. Alors, quand ils faisaient quelque chose ensemble, alors là, ils étaient contents tous les deux. Hein. Oh putain, quand je suis arrivé le soir qu'ils ont monté le home cinéma, là, parce que quelque part, il était assez perfectionniste. Laurent, il n'aimait pas que les fils débordent. Alors ça gonflait son père. Laisse-le. Bon. Non. Alors, le soir, regarde, bon, écoute, regarde, je t'ai mis les baffes comme ça et comme ça. Ils ont travaillé toute une journée, hein, parce que tout est passé par les combles. Hein. Gilbert Borgna, c'est quelqu'un qui savait tout faire, qui était très actif, et Laurent, quelque part, il admirait son père là-dessus. Et moi, je sais que des fois, il me téléphonait, il me disait « Ah, ben, j'ai coupé du bois avec mon père », il était content de partager quelque chose avec son père. Mais ça durait pas longtemps. Il y avait autre chose, voilà. Il y avait autre chose. Quoi ? Il y avait autre chose. S'il y a dans ce conflit un point central, c'est l'impossibilité pour chacun des deux hommes de se reconnaître dans l'autre. Laurent était très provocateur quelque part. Quand il était alcoolisé, il cherchait la merde. Voilà, vis-à-vis de son père. Quand il le voyait dans ses états démentiels, donc ça, il supportait pas. Ça, c'est sûr qu'il supportait pas. Quand tout allait bien, ben, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'on a fait, t'as vu... Mais quand il était dans ces états, il supportait pas. Ça, c'est sûr que... Alors, il préférait aller se coucher
que d'entamer encore des polémiques et d'un risque de bagarre, ou même, pas de bagarre, mais même de discussion, je veux dire. Voilà. Il n'en pouvait plus, il en avait ras-le-bol, son père. Moi, je le comprends. C'est un moment, quand tu as un enfant qui rentre, le soir, c'est ton fils. Il rentre déchiré à la maison, que tu dois le traîner au lit, que à la limite, tu dois le déshabiller pour le mettre au lit. Si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais quand ça arrive régulièrement, tout le temps, des insultes, des mauvais mots, des machins, à la fin, t'en peux plus. Alors, il y avait quoi comme solution? Que le père, il prenne ses affaires et qu'il se barre de chez lui, parce que sa mère se mettait au milieu, faisait tampon, elle le protégeait, et l'autre, il se sentait plaqué au mur. Plaqué au mur, il n'était plus chez lui, il n'avait plus sa place. Et je veux dire, et le père Borgna, c'est un maître de famille. Il savait que c'était lui ou son fils qui aurait une fin tragique, parce que l'affrontement était tel, la violence augmentait tellement, qu'il ne voyait pas d'autre issue pour s'en sortir que la disparition de l'un ou de l'autre. Il ne restait donc plus que la mort au bout du canon. Mais cette mort ne pouvait être que celle de Laurent, car ses comportements suicidaires, ordaliques, conjugués à ses provocations, ne pouvaient que mener à cette issue. Vraisemblablement, le fils devait signifier à son père à quel point il avait raté quelque chose au niveau de l'éducation, et quelque chose qui n'était absolument pas entendable par le père, qui n'avait aucune tendance à se remettre en cause. Et le fait d'avoir cette attitude projective en tirant sur quelqu'un, c'est aussi éliminer toute notion de culpabilité. Je pense qu'en grande partie, il élimine, il tue la partie négative de lui-même et les choses qu'il a pu rater dans son éducation, en fonction de sa dynamique d'ailleurs, de manière caractéristique, la mère n'intervient pas. C'est comme s'il y avait une relation duel entre le père et le fils, et à aucun moment, spontanément, il n'évoque la relation, l'intervention d'un tiers, à savoir la femme, enfin sa propre femme, c'est-à-dire la mère de la victime. Ça n'intervient pas du tout au niveau de son discours. C'est quelque chose qui se passe entre eux. Encore une fois, pour ça je parlais de rivalité, et la culpabilité ne s'exprime pas directement de sa part. C'est certainement inconscient, mais en tout cas au niveau conscient, elle n'intervient pas du tout. La dernière partie de la journée est dévolue à la plaidoirie de la partie civile. La tâche est périlleuse. Michel Borgna étant écartelé entre l'amour qu'elle portait à son fils et la fidélité à son époux. Elle craint que sa position ne soit pas comprise par les jurés. En réalité, elle est assez perturbée et partagée sur ce qu'elle attend de ce procès, dans la mesure où elle a perdu les deux êtres qui comptaient le plus pour elle, parce que finalement, elle a 40 ans de vie commune avec M. Borgna, une certaine affection, ça c'est évident. Et puis son fils, elle adorait son fils, donc elle se présente dans un état d'esprit perturbé, réellement perturbé. C'est une femme meurtrie et déchirée. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, il y a quelque chose qui... Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose, je suis persuadé qu'il y a quelque chose. Ça me minera ma vie entière, parce que... Quand on parle, quand on essaye de comprendre, de faire comprendre, d'expliquer le mal-être avec son père, ça alors. Et il me disait, quand il revenait de chez la psy, il me disait, mais je parle que de mon père, tu comprends maman, je parle que de mon père. Il y a quelque chose, je parle que de mon père. Si Madame Borgna aujourd'hui, comme dans toute sa vie, a fait tampon et vient vous dire restez mesurée, c'est peut-être parce qu'elle sait que son mari a de grandes qualités, peut-être parce qu'il est âgé de 77 ans, et qu'une condamnation lourde revient à une condamnation à une peine de mort. Pour moi, ce dossier, c'est le dossier de l'ambiguïté. Ambiguïté des relations père-fils, ambiguïté des relations mère-fils et ambiguïté des relations mari-épouse. Et je vous avoue qu'en fin d'audience, puisqu'il ne reste plus que le réquisitoire et la plaidoirie de la défense, je reste sur un petit goût d'inachevé, parce que malgré la plaidoirie de l'avocat de la partie civile, je n'arrive pas encore à positionner réellement Madame Borgna.
Et cette ambiguïté, je pense, peut être préjudiciable au sort de Gilbert Borgna. Si tu veux, au départ, logiquement, il n'y a même pas de partie civile. Ouais. Il n'y aurait même pas dû y avoir de partie civile. Oui, oui. Il n'est pas des Non, de la petite. Oui. Non, mais comme on le dit, le joue pas un double jeu, Michel. non. Fait de compte, Michel ne voulait pas qu'on dise du mal de son fils. Voilà, et puis c'est tout. Ce qui est logique, c'est pas un double jeu. Quand t'es un père de famille, t'as du mal à accepter quand on te dit ton minot est mort. Oui, non, tu peux pas. Il a payé, voilà. Le pack. En fait. Michel Borgna a-t-elle idéalisé son fils au point de se cacher la réalité d'une situation qui ne cessait de se dégrader? Peut-être. Pas question pour autant de culpabiliser, a martelé son avocate. Dans ce drame, Michel Borgna n'est responsable de rien. L'affaire Borgna ressemble étrangement à cette longue lettre que Franz Kafka écrivit à son père sans jamais la lui envoyer. L'écrivain y disséquait ses rapports avec son père, déçu de ce fils, protégé par sa mère, qu'il jugeait froid et ingrat, car incapable de s'identifier à lui, de se hisser à sa hauteur. Kafka avouait sa honte de ne pas pouvoir ressembler à ce père qu'il craignait autant qu'il était fasciné par lui. Ça va? Et vous-même? Ça va, j'ai passé la même soirée que vous. J'imagine. On n'a pas arrivé au même résultat. On verra. Peut-être. Cette dernière journée va se traduire par le face-à-face final entre accusation et défense, qui se conclura par le prononcé du verdict. Déjà, l'avocat général regrette de n'être pas soutenu par une partie civile, à ses yeux trop complaisante. J'ai l'impression que je vais devoir faire quelque part un petit peu le travail de la partie civile. Alors que je devrais me concentrer sur les intérêts de la société, l'intérêt général. Il va peut-être falloir que je fasse le travail un petit peu de la partie civile en rappelant aussi qu'en face il y avait un homme. Avec ses faiblesses, sa manière de voir la vie, voilà. Que l'on peut ne pas partager d'ailleurs. Oui, tout à fait. Monsieur l'avocat général en a pour 2 heures au moins. Et Isabelle, elle en a pour 2h15. Hein. Moi, je pense qu'il part pas plus longtemps. Putain, c'est roulé là. Je suis assez d'accord. Hein. Pour l'instant. Hein. C'est le pronostic que j'ai fait. Les Regardez jurés l'émission. ont leurs idées. Hein. De toute façon, faut pas se dire. Ils savent déjà plus ou moins où ils veulent Le aller. président de la cour d'assises, il me disait toujours, maître, quand vous prenez la barre pour plaider, de toute façon, eux, ils ont déjà décidé. Le premier coup de théâtre vient de la brièveté du réquisitoire. Moins d'un quart d'heure pour des réquisitions de 15 ans de réclusion criminelle. L'avocat général dénonce la mort horrible de Laurent, un homme pluriel, mais un homme aux souffrances. À la peur prétextée par l'accusé, insuffisamment explicative, le magistrat voit un geste de colère, de fureur même. Depuis 12 minutes, il réclame 15 ans. Oui, ça fait 1 an par 30 secondes, presque 40 secondes. Mais il a tenu compte de rien. de l'état de rien, il de la victime. n'a pas plaidé le dossier. Non, il n'a pas tenu... Rien. Non. Il a simplement dit qu'on avait fait le procès de Laurent Borgna. Au lieu de faire le procès de Gilbert. Mais les citoyens, ils savent bien que malheureusement, ce garçon, il aurait mérité d'être soigné, d'aller dans des établissements spécialisés pour être... Et il y est allé, et ils l'ont fait sortir. Ils l'ont fait sortir au bout de 4 jours. Hein. Quand il rentrait des affaires. Dans sa plaidoirie, Isabelle Colombani s'efforce de persuader le jury que même si la colère était présente, c'est la peur qui fut le moteur principal de l'acte criminel. L'avocate s'interroge alors pour savoir si l'excuse de légitime défense n'aurait pas pu être retenue en faveur de l'accusé. C'est le second coup de théâtre. Reprenant la parole après l'avocate, le président décide de réunir la cour, sans les jurés, pour décider in extremis s'il y a lieu d'ajouter à la simple question de l'homicide volontaire
celle de la légitime défense. Je vous avoue avoir été un petit peu décontenancée après le réquisitoire de monsieur l'avocat général, qui a été tellement bref que je me suis dit qu'on n'avait pas abordé tous les aspects du dossier et qu'effectivement, dans l'explication du passage à l'acte, l'avocat général s'est limité à la notion de la colère. Si on abordait le volet de la peur, il devait, lui, démontrer au juré qu'il n'y avait peut-être pas de légitime défense. Il ne le fait pas, je suis avocat de la défense, je me pose la question. Et cette question, je me la suis posée au moment où je prends la barre. Est-ce que sur ces deux émotions, peur et colère, est-ce que c'est la peur qui l'a emporté? Est-ce que c'est la colère? On ne peut pas dire qu'il y avait uniquement de la colère, on le sent bien depuis le début. Il y a un sentiment de peur, ça a été développé par les experts. On n'est pas là pour discuter de l'importance de cette violence ou pas. La peur, elle naît par cette différence d'âge, par cette différence de constitution physique, par tous les problèmes que peut avoir mon client et qui font qu'il se trouve en état de faiblesse. Après en avoir délibéré avec ses assesseurs, le président annonce sa décision d'adjoindre la légitime défense à la liste des questions posées au jury. Cette fois, la cour et les jurés, 6 femmes et 3 hommes, se sont retirés pour le délibéré final. La réponse aux 2 questions ne semble pas devoir soulever de difficultés. Autant l'homicide volontaire est acquis, autant la légitime défense devrait être repoussée comme ne répondant juridiquement à aucune des conditions exigées par la loi. Reste le quantum de la peine, qui sera décidé en fonction de 2 critères, le poids respectif de la peur et celui de la colère d'un côté, l'âge de l'accusé de l'autre. J'ai une lettre de mon frère qui m'a écrit, là. Putain, je peux te la faire lire. Hein. Il me raconte tout. Il me le dit. Il a très mauvais caractère et tout, mais il y a sauté dessus. Il a dit, tu n'auras pas le courage de tirer. Tu vois, et là, il a pris peur, mon frère, il a plié. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Moi, il m'a dit pareil. Il m'a dit que je m'appuyais sur le divan pour pas tomber, et lui, il me frappait. Et il le frappait au corps pour pas qu'il y ait trop de... Pas déconner. Moi, je lui ai dit, lorsque j'ai écrit, mais pourquoi tu nous en as pas parlé? Il avait un peu la fierté. On ne l'a pas dire à son petit frère, putain, je sais le martyr à la maison. Mon fils, il me frappe, tu le vois. Après 4 heures de délibération, l'audience reprend. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Monsieur Borgna, restez debout. À la question numéro 1, l'accusé Gilbert Borgna a-t-il volontairement donné la mort à Laurent Borgna le 22 août 2010 au Luc en Provence? La réponse de la Cour et du jury a été oui à la majorité de 6 voix au moins. À la question numéro 2, relative à la cause d'irresponsabilité pénale, à savoir la légitime défense, la Cour et le jury ont répondu non à la majorité de 6 voix au moins. S'agissant de la peine, la Cour et le jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, vous condamnent M. Gilbert Borgna à la majorité absolue à la peine de 5 ans d'emprisonnement. Je vous informe, monsieur, que vous avez 10 jours pour former appel de cet arrêt pénal. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience pénale est levée. Moi, je peux vous dire que je sortirai avant. Je sortirai avant. Les pieds devant, mais je sortirai avant. Allez. Vous restituez un peu de votre vie. Vous êtes contente? C'est le cas. Et donc, 80 ans quand je sortirai des toi, je n'ai rien compris. Je viens de vous expliquer. Oui, va faire une, tiens, ma chérie. Prends tes lunettes, Non, je vais casser. Mais tu les prends quand même, t'as les autres là-bas. Non, oui. Et t'arrêtes de dire des conneries, tu fais pas de conneries. Oui, ça, je fais pas de conneries. T'as compris? Parce qu'autrement,
Autrement, je vais plus te voir, t'as compris? Si Je tu veux fais plus la... que tu viennes me Si, voir. je viendrai. Et tu fais pas de conneries. Non, Voilà. Elle t'a expliqué, ça va pas durer 5 Oui, ans. elle m'a expliqué, c'est tout expliqué. Arrête, les lunettes. Gilbert, vous êtes dehors. Vous me croyez? Je vous ai menti déjà ou pas? Oui, je vous ai menti? Non. Oui, Vous me croyez? oui, je vous crois. Ah, vous me croyez, hein? Hé, Gilbert. La cour d'assises du Var a condamné Gilbert Borgna à 5 ans de prison. Estimant la peine trop faible, le parquet général a relevé appel de la décision. Si cet appel est maintenu, Gilbert Borgna sera rejugé devant la cour d'assises d'appel d'Aix-en-Provence. En attendant cette échéance, il est présumé innocent.